Bruno Gassio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là pour la sortie de votre livre « Peut-on tout dire » aux éditions Mordicus. Peut-on tout dire? Vaste question. Vaste question à laquelle nous sommes confrontés tous les jours. Tiens, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que Guillon et Zemmour, c'est la même chose du délit de faciès? C'est ce que pense Frédéric Mitterrand, Bruno Gassio? Pourquoi moi? Bah, je sais pas. Dieudonné. Non, mais c'est deux choses. C'est juste sur Guillon Ouais. et Zemmour, parce que Ouais. c'est pas le débat, mais c'est deux choses très différentes. Il y a Zemmour qui est plutôt éditorialiste, Guillon qui est plutôt humoriste. Et j'ai pas l'impression que Guillon ait dérapé, moi. Il n'y a aucune. Donc pas de délit de faciès de la part de Guillon. C'est Frédéric Mitterrand qui dit ça. Moi, c'est pas moi. Hein. Il a le droit, non? Oui, il a le droit de dire Ça ce peut qu'il être, veut. enfin, ce qu'il fait, on peut juger que c'est de mauvais Oui. goût, mais le mauvais goût n'est pas condamnable par la loi, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est de mauvais goût, monsieur? À Ce mes qu'a dit yeux. Guillon. Malheureusement, moi, je n'ai pas vraiment une idée très précise de ce qu'est le bon goût. Bon. Non, il a le droit. Ouais, Dieudonné. Moi, je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer. Les deux. Tous les deux, Ouais. évidemment. Je suis un petit peu étonné du deux poids, deux mesures, du traitement de certains, sûr que par rapport à un sketch, moi, fait en télévision, il y a eu des interdictions même de travailler. Oui. Bon, là, je m'aperçois que, bon, M. Zemmour, tant mieux pour lui, peut profiter encore d'un salaire confortable et d'une Mais activité vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Zemmour, Dieudonné? Bah, moi, je suis d'accord, c'est vrai, je pense qu'il a le droit de le dire. Bon, on aurait pu aller plus loin. Moi, je pense que si j'avais été sur le plateau ce jour-là, bon, j'aurais simplement fait remarquer effectivement que oui, effectivement, il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes en prison, c'est vrai, pour des petits délits. Bon, lui est juif, par exemple, j'aurais pu lui dire que pour les gros délits, les Madoff et compagnie, c'était plutôt pas des Noirs et des Arabes, c'était plutôt des Juifs qui allaient en prison. Et ça, je ne suis pas persuadé que sur le plateau, je pense que lui fait partie de ces gens qui il est capable de tout entendre. Et je vous dis ça, Dieudonné, parce que le parrain de votre fille il était avec moi là, pendant les régionales, et il m'a dit, oui, il y a beaucoup trop d'Arabes et de Noirs à Marseille. Ben, il m'a dit, oui, il y a beaucoup trop d'Arabes et de Noirs à Marseille. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y en a pas assez, en fait. Oui. Ah, vous n'êtes pas d'accord là, avec lui. Il faut lui dire. Oui, Ah non, Bruno mais Gassio, non. c'est une opinion politique. Oui. On connaît les idées politiques de M. Le Pen. Il pense qu'il y a trop de Noirs et trop d'Arabes, et il le dit depuis 70 ans Oui, à peu près. ça, c'est vrai. Donc il n'étonnera personne en le Oui. disant. Sur Oui. Zemmour, quand Zemmour dit qu'il y a plus de Noirs et d'Arabes en prison que de Gaulois, de Blancs, en fait, c'est ça qu'il veut dire. Oui. Il a sans doute raison, si on prend des statistiques, mais il faudrait... Est-ce que, lorsqu'il dit ça, c'est pour ouvrir le débat du pourquoi ces gens sont en prison, les raisons sociales, les discriminations faciès, l'accès à l'emploi, enfin tout ce qui fait qu'en France on est discriminé. Est-ce que c'est pour ouvrir le débat là-dessus, ou c'est juste pour dire il y a trop d'Arabes et il n'y a que des Noirs et des Arabes en prison? Si c'est juste pour dire ça, ça n'a aucun sens. Si c'est pour ouvrir un débat, oui, on peut commencer. Mais sur les petits délits, alors effectivement, puis voir quel genre de catégorie aussi. Alors peut-être pour les dealers de shit, il y a peut-être plus de Noirs, plus d'Arabes, mais pour les pédophiles, par exemple, c'est pas le cas. Donc il aurait peut-être pu être plus précis. Bon. Bon, alors, peut-on tout dire? Peut-on tout dire? Est-ce qu'on peut tout dire? C'est une vaste question. Oui, la preuve, ici, on peut dire beaucoup de choses dans les limites de la loi. Toujours, c'est simple, mais on peut dire beaucoup de choses et tout, quand on reste effectivement dans les limites de la loi. Bruno Gassio, on vous a proposé ce livre. Vous dites, je n'étais pas le premier choix, mais bon, je le sais, j'en suis conscient. Et je n'étais pas le premier choix parce que personne ne voulait s'associer à Dieudonné. Alors, je ne suis pas associé. Non, s'associer. S'associer le temps d'un livre. Même Zemmour ne veut pas. Ouais. Le temps d'un livre, oui. Ce qui m'a paru absolument aberrant, c'est qu'on fasse un livre sur le est-ce qu'on peut tout dire, Oui. la liberté d'expression, et que tout le monde était d'accord, évidemment, pour faire un livre là-dessus. On va trouver plein de gens pour le faire. Et puis on dit, oui, mais évidemment, on va le faire avec la personne en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres artistes qui ont été interdits de salles, interdits de télévision. Ils jouent dans un bus. Et on est... dont je suis propriétaire. Oui. Il y a des pneus, c'est pas une salle. Et ça me paraissait assez aberrant qu'on dise d'accord, la liberté d'expression, oui, mais pas avec Dieudonné quand même. Je dis, mais pourquoi donc? Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, hein, loin de là, mais j'ai le droit de lui dire exprime-toi. Et au-delà même du droit de s'exprimer qu'il peut avoir, c'est un artiste à qui on refuse de faire son travail, on ne lui laisse pas faire son travail. Et ça, c'est complètement aberrant. Par exemple, oui, là, il y a deux poids, deux mesures avec Zemmour.
Il a dit certaines choses, il continue à faire son travail. Je ne demande pas qu'il soit viré, Zemmour. Au contraire, je demande que Dieudonné soit réintégré. C'est une vraie question. Pourquoi? Comment se fait-il que, effectivement, Zemmour profite encore aujourd'hui de son travail, et puis il vend un livre? C'est peut-être un coup de marketing, d'ailleurs. Oui, alors, ça c'est quand même étonnant de voir que le CSA, les associations, il suffit qu'il écrive un courrier maintenant, non, moi je suis très content pour lui. Bon. C'est bien évidemment le deux poids deux mesures qui est particulièrement choquant. Il faut s'appeler Zemmour pour pouvoir tout dire en fait. Bon. Jacques de Rogy, journaliste à l'Express, est un zémourologue, si l'on peut dire. C'est-à-dire que c'est un spécialiste. Il a enquêté depuis des années sur cette drôle de famille. Il est avec nous. Alors, ce meurtre, c'est parce que Gilbert continue à avoir une activité dans le milieu français ou pas? Écoutez, je ne le pense pas. Hein. Je pense que depuis le Télème, effectivement, il y avait un déclin total du mythe Zemmour. Parce qu'il faut parler aussi d'un mythe là-dedans. Je crois que la police a pas mal contribué d'ailleurs à la construction de cette mythologie Zemmour. En fait, moi j'ai connu Gilbert Zemmour parce que j'ai voulu faire une enquête en 76, c'était au moment de l'élection de Jimmy Carter à New York. Je suis allé à New York avec lui, je l'ai vu une fois en Belgique, je l'ai vu 3 fois à Paris, et je voulais vérifier un certain nombre de renseignements que la police donnait, mais effectivement la police ne disposait d'aucune preuve, elle faisait simplement de la suspicion. Et sur un certain nombre de points, et notamment sur le trafic de drogue, j'avais vu que ça n'existait pas, que rien ne tenait à l'époque. Par conséquent... Parce que ça, c'est très étrange. Chaque fois qu'un Zemmour meurt, et ça arrive assez régulièrement, enfin, pour les 4 premiers en tout cas, on dit ce sont les membres d'un gang. Voilà, ils ont et on n'arrête jamais personne, et finalement rien ne se passe. Alors, comment c'est possible, ça? Mais écoutez, alors Gilbert Zemmour, quant à lui, avait toujours protesté contre cette notion de gang. Il prétendait qu'il n'était pas avec ses frères les Dalton du Faubourg Montmartre, qui d'ailleurs n'était pas associé avec ses frères. Et effectivement, à un moment donné, en tout cas, il y en a qui étaient en Israël, d'autres en Allemagne, peut-être dans les 60 heures, effectivement. Une petite multinationale, un peu. Lui, quant à lui, il était depuis 73 au Canada. Et il s'occupait effectivement d'affaires immobilières. Alors, avec quels capitaux? Tout le problème était celui-là. C'était d'où venaient les capitaux investis au Canada d'une banque suisse. Alors lui, il avait une thèse disant que c'était des capitaux rapatriés illégalement du Maroc et qu'on lui avait confiés pour investir. La police n'en a jamais rien cru, bien entendu. En fait, c'est assez classique. On gagne de l'argent dans le racket ou dans la prostitution et on le blanchit dans la limonade, comme on dit. Oui, c'est-à-dire que lui, en tout cas, Gilbert Zemmour semblait beaucoup plus proche de ces milieux d'affaires, si vous voulez, de ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, que du milieu criminel, mais enfin on sait bien que la délinquance en col blanc n'exclut pas les crimes de sang. Est-ce qu'il n'y avait pas un partage des emplois justement dans cette famille Zemmour? Il y avait le dandy très voyant, celui qui est mort à Miami, et puis celui qui est mort ce matin, plutôt l'homme d'affaires discret. Oui, alors il prétendait avoir des rapports assez distants avec ses frères, enfin sauf qu'il a pris les crosses de celui qui est mort à Hôtel-M, puisque dans le fond, le dernier contentieux qu'on lui connaît à Gilbert Zemmour, c'était son contentieux avec la police. Il accusait la police d'avoir froidement assassiné son frère William Hôtel-M. Et il prétendait que c'était un homicide volontaire. Il y avait une plainte qui avait été déposée et qui est toujours à l'instruction. D'ailleurs, celui qui est à Miami avait demandé l'asile politique, je crois, aux États-Unis. Oui, effectivement. Et on dit, Roger, on dit que les Zemmour ont fait beaucoup d'affaires avec Israël aussi. Non, c'est-à-dire que Edgar, celui qui était tué à Miami, était effectivement, il tenait un restaurant qui s'appelait le Vesuvio à Tel Aviv, avec son frère William, mais ils ont été chassés, expulsés d'Israël en 72, si je ne m'abuse, à la suite d'une escroquerie aux assurances sur un sinistre qui est arrivé à ce restaurant, et puis aussi de l'élimination d'une bande rivale. Enfin, il y avait incontestablement du racket en Israël. Est-ce qu'on connaît les activités d'André, le dernier survivant? Non, écoutez, il avait un restaurant aux Baléares, au moment de l'affaire du Télème. Il était reparti pour les Baléares, d'ailleurs, ce jour-là. Et ensuite, je sais qu'il a transporté ses pénates dans les Antilles. Je ne sais pas si c'est les Antilles françaises ou à côté. Peut-être était-il en train de se recycler dans les jeux là-bas. Je vous remercie. Restez avec nous parce qu'on va parler d'un autre secteur que vous connaissez.